des enfants microbes en Côte d'Ivoire. Quelles solutions? Des experts réfléchissent sur la question à Abidjan. Éliminatoire du mondial 2018, les éléphants footballeurs se préparent à affronter les lions de l'Atlas du Maroc. Rencontre prévue le 11 novembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Enfin, 8 novembre 2010 au Niger, l'ex-président Mamadou Tandja, chassé du pouvoir, est en détention. La CEDEAO ordonne sa libération. Bienvenue, bonsoir à tous. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi, communément appelé microbe, interpelle la société ivoirienne. Comment est né ce fléau? Pourquoi ces jeunes agissent-ils avec violence? Comment mettre fin à ce problème? Des enseignants-chercheurs, magistrats et autres responsables d'organisations non gouvernementales planchent sur ces questions. Une conférence débat a été organisée récemment à l'Institut français dans la commune du Plateau. Moussa Konaté. On a laissé l'école, il revenait à la maison pour suivre des amis, faire des conneries maintenant. Souvent, tu es assis à 19h, tu es assis, tu regardes, tes amis viennent, ils ont des motos. Souvent, ils dorment dans la maison, mais tu te demandes, fais ça, où tu gagnes ça? Il te dit, mon fils, viens aller. Tu le suis une journée, si tu n'as rien fait, 150 000. Oui, moto gratuit. Des propos d'un jeune désœuvré qui baigne dans la délinquance. Ce témoignage est un extrait du film documentaire Paroles aux enfants dits microbes, fruit d'une recherche menée par le professeur Akindes avec l'appui financier de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons mené cette recherche justement de 2013 à 2016. Et sur différents aspects, en tout cas, c'était un programme de recherche concentré sur la violence urbaine. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un fragment de la société, des enfants, qui s'adonnait à un type particulier de violence, laquelle violence a pris forme dans des gangs d'enfants. Donc on a orienté également la recherche vers ce type de phénomène. Et ce film n'est qu'un produit de ce programme exécuté sur la violence. Dans cette réalisation, des jeunes gens en rupture avec la société affirment leur motivation à agir de manière violente pour assurer leur quotidien, leur mode d'opération et leur état d'esprit après l'acte posé. C'est des enfants qui ont évolué dans des familles décomposées. Voilà, qui ont évolué dans des familles décomposées. Ensuite, ils évoluent dans un environnement totalement insalubre, favorable à ce type de phénomène, parce que généralement, dans un rayon de moins de 2 km, il y a des fumoirs partout. Donc ces enfants prennent la drogue et passent à l'acte sous les effets de la drogue et des amulettes auxquelles ils croient comme étant un élément fortement protecteur face aux risques qu'ils prennent. Mieux comprendre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et y apporter des pistes de solutions. Des experts, magistrats, sociologues et ONG débattent du sujet au cours de ce panel. C'est une conjugaison d'efforts entre le ministère de la Justice et tous les autres ministères qui s'occupent de protection d'enfants et aussi de la société tout entière par la prise en charge des familles elles-mêmes par une meilleure conscientisation des parents. Il faut que tout le monde se mette en mission. Entre enfants de la rue et enfants microbes, il n'y a qu'un pas. À force de durer dans la rue, ils deviennent microbes. Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez aucune ressource. Vous subissez la vie. Et à force de la subir, à un moment donné, vous passez à l'acte. Et les enfants microbes passent à l'acte. Violence en bande organisée, attaque à l'arme blanche, consommation de drogue. Le phénomène inquiète, le sentiment d'insécurité augmente. La question que l'on se pose, c'est que fait l'État? Tout le monde se pose cette question. Hormis la répression que tout le monde connaît, le gouvernement a décidé de resocialiser ses enfants, c'est-à-dire les rééduquer, leur inculquer un certain nombre de valeurs morales et civiques dont ils ont besoin pour vivre en société et également leur apprendre un métier. Donc pour y arriver, nous récupérons les enfants. Donc lorsqu'ils sont pris, ils sont tous envoyés sur le centre de resocialisation des mineurs au niveau de Mbayakro. Donc ils apprennent la menuiserie, la couture, la soudure, les métiers du bâtiment. Le centre de Mbayakro a été créé en septembre 2016. Depuis novembre 2016 à ce jour,
774 jeunes ont bénéficié de projets de resocialisation. Parmi eux, 664 déjà sortis, dont près de 500 placés auprès de maîtres artisans et 110 autres séjournent actuellement dans le centre, selon la CCSR, cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Il y a un suivi qui est fait parce que sans suivi, on peut dire que tout ce travail que nous avons fait pourrait tomber à l'eau. Le parent est mis au devant, c'est-à-dire il est responsabilisé dans le cadre du suivi des enfants. Le suivi est fait par la structure elle-même, la CCSR, avec l'appui de la Chambre nationale des métiers, pour nous assurer que ces enfants sont réellement assidus auprès des maîtres artisans pour qu'ils puissent vraiment continuer d'apprendre comme ils l'ont souhaité. Pour venir à bout de toute forme de violence et d'insécurité, des actions sont menées par l'ensemble des forces de sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'opération Épervier 3 en cours en ce moment a permis le démantèlement de plusieurs gangs, la destruction de nombreux fumoirs et la traque des délinquants continue. Football, plus que 4 jours avant le match tant attendu entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il s'agit de la dernière journée des éliminatoires en Afrique du Mondial 2018. Alors comment se préparent les éléphants de Côte d'Ivoire? Les lions de l'Atlas seront-ils prenables ce samedi 11 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny? On en parle avec Anne-Marie Onguessan et Samuel Metch du service sport. Pour ce match de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie contre le Maroc, Marc Wilmot a tout son monde. Hormis Eric Bailly, suspendu, et Jean-Michel Seri, blessé, tous les joueurs convoqués étaient à la séance d'entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny. Les habitués, ceux qui font leur retour, et celui qui est à sa première sélection, le jeune milieu défensif Digbo Habib Maïga, champion d'Afrique cadet en 2013, sociétaire de l'AS Saint-Étienne. Le travail se fait dans la sérénité avec à l'esprit cette finale à gagner samedi 11 novembre à domicile. Au niveau de l'ambiance, il n'y a pas de problème. Il y a toujours une bonne ambiance dans le groupe. Ça, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Maintenant, ce qui prévaut, c'est de mettre l'ambiance sur le terrain, de mettre l'animation qu'il faut sur le terrain pour gagner le match. Pour nous, le plus important, c'est de bien s'entraîner, bien se préparer. Pour Kalou, la pression est du côté du Maroc. On a toujours eu des qualifications difficiles. Ce n'est pas un fait nouveau. La pression, je pense que la pression, c'est du côté marocain. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas participé à une Coupe du Monde. Nous, on a été aux 3 dernières Coupes du Monde. Et donc, on n'a pas à se mettre de pression. On sait que si on gagne samedi, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, la pression est du côté marocain. Lutte contre les groupes armés djihadistes dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, pays membres du G5 Sahel, ont entamé le 1er novembre dernier leur première opération. À noter qu'ils sont soutenus dans cette tâche par les militaires français de l'opération Barkhane. Des pick-up de l'armée malienne, suivis par une colonne de blindés français. Nous sommes dans le centre du Mali, à quelques dizaines de kilomètres du Burkina Faso et du Niger. Une zone transfrontalière instable, devenue un carrefour pour les djihadistes et les groupes armés. Ces militaires sont en mission de reconnaissance. Ils font partie de la première opération du G5 Sahel, une coalition regroupant le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, et sont épaulés par leurs 4000 partenaires français de l'opération Barkhane. Il y a des échanges, il y a la bonne collaboration, mais ils sont là en appui. La mission première, c'est pour nous. La mission première, c'est pour nous. Donc c'est nous qui faisons la mission d'abord. Maintenant, et ils sont là en appui. Une partie de cette opération transfrontalière est pilotée dans cette base implantée au milieu de la savane. Les militaires français de l'opération Barkhane fournissent un soutien crucial à leurs partenaires africains, à grand renfort d'avions de chasse, d'hélicoptères et d'artillerie. L'objectif de l'opération telle qu'elle a été déterminée, c'est bien d'accompagner les forces partenaires des 3 pays, Mali, Niger et Burkina Faso, dans une zone d'opération qui est relativement sensible, puisque je vous l'avais expliqué, c'est une zone de transit et de passage des différents groupes armés terroristes, avec pour objectif d'entraver la liberté de mouvement, la liberté d'action de ces groupes dans cette zone-là. Des groupes armés très présents dans cette région, aux frontières poreuses. Le village d'Intilit en porte encore les stigmates. Sur ce panneau, la signature d'un groupe affilié à AQMI,
Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un peu plus loin, l'école a fermé. Dans cette salle de classe, la date des derniers examens, juin 2017. Menacés par des groupes djihadistes, l'enseignant et le maire du village ont fui. Ça fait partie des procédures classiques des groupes armés terroristes de faire fermer les écoles qui enseignent notamment le français dans ces régions. Ces habitants ont peur de parler par crainte de représailles. Objectif de cette patrouille, les rassurer et tenter d'obtenir des informations sur les groupes djihadistes, avec l'espoir à terme de quitter la région du Sahel une fois que les autorités en auront repris le contrôle. Enfin, 8 novembre 2010, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exige la libération de Mamadou Tandja, l'ex-président du Niger, renversé par un coup d'État en février 2010, est en effet assigné à résidence dans son pays. Les explications de Ami Koulibaly. C'est une bombe que vient de lâcher la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un jugement rendu le 8 novembre 2010 à Abuja, la capitale nigériane où siège la Cour, celle-ci exige de la junte au pouvoir au Niger qu'elle relâche l'ancien président Mamadou Tandja. Renversé en février 2010 par l'armée, il est depuis détenu dans l'enceinte de la présidence dans une bâtisse appelée la Villa Verte. Selon la CEDEAO, son maintien en détention est illégal. Après une plainte déposée par les proches de Tandja, la junte avait fait savoir en juillet qu'elle ne comptait pas relâcher l'ex-président. Dans un courrier adressé le 22 juillet au chef de la transition, Mamadou Tandja avait alors demandé au nouveau régime la clémence et s'était démarqué de cette plainte déposée à son nom devant la justice ouest-africaine. Compte tenu de mon état de santé, je vous prie de bien vouloir reconsidérer votre décision de me mettre à la disposition de la justice. La seconde correspondance adressée cette fois-ci au président de la Haute Cour de justice de la CEDEAO fait état d'un démenti apporté par Tandja qui nie toute implication dans la saisine de cette instance judiciaire régionale pour détention arbitraire. Je prie donc votre juridiction de ne tenir compte d'aucune plainte déposée en mon nom. Mamadou Tandja, vivement critiqué par la population et par la communauté internationale en 2009, avait tenté de faire passer en force une réforme de la Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir après son second et légalement dernier mandat. Mamadou Tandja est aussi accusé de détournement de fonds publics de quelques 4 milliards de francs CFA. L'armée avait mis au pouvoir le Conseil supérieur pour la restauration de la démocratie. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, dont je suis le porte-parole, a décidé de suspendre la Constitution de la 6e République et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues. Nous demandons à la population de garder son calme et de rester unis autour des idéaux qui animent le CSRD et qui pourront faire du Niger un exemple de démocratie et de bonne gouvernance à l'instar des autres États épris de paix et de stabilité. La junte militaire vient de mener un référendum constitutionnel. Le projet de nouvelle constitution représente le premier stade de la transition entamée en février 2010 après la chute de Tandja. Le texte prévoit notamment que le président de la République dispose d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et cette disposition ne peut être révisée. Ce processus doit déboucher sur une élection présidentielle en janvier 2011, suivie d'un retour du pouvoir aux mains d'un civil avant le mois d'avril 2011, comme l'a promis la junte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, jeudi, à 19h, toujours sur RTI2.